en fait, on a un train qui est lancé à toute vitesse et au bout de 6 mois, on pose la question, mais finalement, ça sert à quoi? Ce qu'on fait chez SIA, on réfléchit sur ce concept d'AI mutation, la mutation IA, comment penser l'entreprise pour encaisser la déferlante de l'IA. Si l'IA raconte n'importe quoi et je le considère comme un élément structurant de ma fiche de poste, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut effectivement affronter cette transformation. Si c'est un impératif pour l'entreprise, le manager doit faire face. Deuxième conseil, c'est se garantir d'avoir une forme de caution, de portage au plus haut niveau de l'entreprise. C'est essentiel pour réussir une transformation. Bienvenue sur le podcast Manager Tout Terrain. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Quénaud. Bonjour Cyril. Bonjour Simon. Donc Cyril, vous êtes directeur, managing partner et directeur RH et transformation chez SIA. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Écoutez, oui, donc je suis un des dirigeants de SIA et je coordonne toutes ces activités de conseil en ressources humaines et transformation d'entreprise. Et dans ces sujets de transformation, c'est tout type de transformation, de réflexion stratégique, d'accompagnement de projets, de fusion, de réorganisation, d'efficacité opérationnelle. Je suis un pur produit du conseil, une trentaine d'années dans ce secteur d'activité, en ayant touché à plusieurs sujets, mais bien avec cette dominante d'accompagnement des transformations et du sujet RH au cœur de ces transformations. Très clair, merci. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de transformation. On en parlait en introduction sur le fait que dans le milieu de la formation, on parle maintenant aussi de transformation. C'est vraiment au cœur des discussions. Pour autant, c'est pas récent. Ça fait des années, comme vous l'avez dit, que vous accompagnez des transformations. Est-ce que vous pouvez nous raconter une transformation qui vous a particulièrement marqué chez SIA et que vous avez accompagnée ? Oui, plus particulièrement dans le secteur de l'énergie pour un grand groupe français international où il a fallu mettre en place toute une réflexion et tout un accompagnement relatif à la création d'une communauté permettant de faire le lien entre les transformations opérationnelles menées par des managers ou des décideurs de filiales et toute la composante ressources humaines. Et au regard de ça, il a fallu structurer des approches permettant de mieux réaliser ces transformations. Il a fallu mettre en place tout un dispositif d'accompagnement et il a fallu ensuite accompagner la mise en œuvre de ces transformations jusqu'à l'atteinte des résultats et le tout avec toute une dimension de consolidation dans un groupe qui s'était et qui s'engage toujours dans une diversification d'activités par rapport à des métiers historiques. Donc un niveau de rupture important, et vous avez évoqué ce mot de transformation, on est de plus en plus dans des contextes même de mutation d'entreprise, mais on pourra peut-être y revenir par la suite. Oui. Et alors concrètement, comment ça se matérialise, comment ça se passe quand vous accompagnez une transformation ? Alors déjà, il faut qu'il y ait un besoin. Alors ce besoin, soit il est exprimé, construit par le client qui soumet un appel d'offres auquel on répond. Dans beaucoup de cas, c'est une démarche conjointe qui permet de définir une ambition, un objectif, un besoin et de structurer une forme de cahier des charges, d'expression de besoin à laquelle on essaye de se positionner et d'y apporter la meilleure réponse. Voilà, donc ensuite, c'est toute une alchimie qui se met en place entre le client et le consultant, de manière, et c'est la situation la plus fréquente, à constituer des équipes intégrées qui vont avoir des responsabilités différentes dans à la fois la conception, la réalisation et puis le déploiement de cette transformation. Super clair. Et votre rôle à vous, personnellement, dans l'accompagnement d'un gros projet comme celui-là, concrètement, c'est quoi votre rôle ? Alors, le rôle, et on va revenir sur ce mot de conseil, donc on doit apporter un conseil et on doit surtout apporter une forme de challenge. Le client peut avoir de très bonnes idées, l'entreprise peut se dire « tiens, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de franchir un cap, par exemple, dans mon développement ». Pour autant, l'entreprise ne maîtrise pas forcément tous les tenants et aboutissants de cette transformation. Donc, il faut challenger, il faut aussi provoquer. Un consultant qui est uniquement dans une logique d'exécution
d'exécution n'est pas un consultant, hein, mais je pense que surtout, c'est l'attente des clients visant à, non pas remettre en cause, mais à s'assurer que l'ambition, l'objectif de ces transformations sont les éléments vraiment structurants, vraiment prioritaires par rapport à ce qui doit être engagé dans cette mutation d'entreprise. Alors justement, vous avez dit que le rôle du consultant, c'est notamment d'aller challenger aussi. C'est quoi le plus challengeant quand on est au milieu justement et au cœur d'une transformation? Alors, le plus challengeant, c'est finalement garder son rôle un peu externe, tout en étant contributeur actif dans cette transformation. Et donc toujours avoir ce recul. Et ce recul, il est essentiel, et notamment pour garantir que par rapport à un objectif donné, tout ce qui va être mis en place contribue à cet objectif. Combien de projets de transformation sont aujourd'hui lancés où on perd l'ambition, on perd l'objectif initial? Donc en fait, on a un train qui est lancé à toute vitesse, et au bout de 6 mois, on pose la question, mais finalement, ça sert à quoi ce qu'on fait? Et est-ce qu'on est bien dans ce qu'on attend de cette transformation? Et souvent, on voit qu'il y a un dérapage qui est assez significatif. L'exemple le plus flagrant, ce sont les projets systèmes d'information. Alors notamment, dans de nombreux cas, parce qu'il y a des lobbying d'industriels, d'éditeurs de solutions qui disent « vous inquiétez pas, ça va être très bien, on va vous déployer un gros bazar et ça vous apportera plein de choses ». Et en fait, ça ne répond pas aux besoins des métiers. Donc nous, notre priorité, c'est vraiment de s'assurer que les directions métiers, les directions générales sont en adéquation avec ce projet quand il est lancé, quand il se met en œuvre, quand il est déployé. Et aussi, une phase très très importante dans ces transformations, c'est toute la montée en puissance de la résultante de cette transformation, c'est-à-dire la capacité pour chaque salarié, chaque manager, chaque décideur de pouvoir exercer son métier avec les résultats de cette transformation. Et alors, si on prend cet exemple justement d'un système d'information qu'on aimerait déployer au sein d'une entreprise, c'est quoi la palette du conseil? Par quoi on passe justement pour accompagner ce projet du début, peut-être de l'identification d'ailleurs peut-être, jusqu'à la mise opérationnelle et les équipes qui l'utilisent au quotidien? Alors, on peut intervenir à toutes les étapes, et c'est souhaitable, notamment pour assurer une traçabilité entre les différentes étapes. Mais effectivement, on commence souvent par une étude d'opportunité. Est-ce qu'il est opportun de changer de système d'information? Est-ce qu'il est opportun de s'engager dans une nouvelle technologie? Actuellement, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle et comment on structure ces projets? Et ce qui amène à une deuxième phase très importante qui est la faisabilité. Voilà, on peut avoir une très bonne idée, mais complètement irréaliste parce que ça va coûter très cher, parce que techniquement c'est impossible, parce qu'il y a des contraintes juridiques, réglementaires, et c'est ça qu'il faut bien analyser pour ensuite travailler sur cette expression de besoin qui doit être formalisée, qui doit être structurée. Et malheureusement, dans de nombreux cas, cette étape est insuffisamment faite. Et pour autant, c'est le socle qui, après, va permettre de faire le design, la conception, la réalisation, l'intégration, tous les chantiers très très structurants comme par exemple celui de la reprise des données ou de la capacité à s'assurer qu'on aura les bonnes datas qui vont alimenter ce système d'information, et puis ensuite les phases de test, de recettes, de déploiement, et puis pour employer un terme technique, ces phases de vérification de services réguliers, c'est-à-dire on a déployé le système d'information, est-ce qu'il tourne à peu près avant de donner un vrai feu vert en disant c'est bon, on est confortable, il apporte la valeur ajoutée attendue. Et puis dans ces projets, une dimension qui est fondamentale, et là on est vraiment sur le contenu de la transformation, c'est faire évoluer, faire bouger les activités, les process métiers. Quand on travaille par exemple sur un système d'information ressources humaines, il faut s'assurer que la fonction RH a, en parallèle de ce projet, défini une cible dans une nouvelle manière d'exercer sa gestion des talents, son pilotage RH, sa gestion administrative, ces éléments relatifs à la formation qui sont de plus en plus importants, et que tout ça va être outillé de bonne manière dans des activités optimisées, dans des activités bien évidemment plus performantes qu'avant ce projet. Sinon, ces projets ne servent pas à grand-chose. Bah justement, j'allais vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une transformation est réussie? À partir de quel moment on se dit c'est bon, ça y est, transformation en tout cas finie et puis surtout réussie?
Alors, il y a plusieurs éléments et c'est pas évident de dire une transformation est réussie. Euh, En fait, l'étape finale, c'est quand, vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure, on peut exercer son métier avec le niveau d'ambition, d'objectif et d'exigence qui ont été définis en amont du projet. Hein, donc, quand effectivement on a la garantie, hein, que la valeur apportée par le projet est réelle, on peut se dire la transformation est réussie. Le deuxième élément, c'est s'il y a une maîtrise de l'investissement, les fameux retours sur investissement, les fameux ROI, hein, qui doivent être parfaitement maîtrisés. Hein. La transformation, elle peut être techniquement réussie. Si elle a coûté 3 fois ce qui avait été estimé en amont, non, elle n'est pas réussie. Et plus largement, et c'est ce concept qu'on aime bien chez SIA, c'est cette approche d'analyse de la valeur, hein, qui est un mix entre le retour sur investissement et cette adéquation avec les objectifs du projet tels qu'ils ont été définis en amont. Ce qui n'est pas toujours facile à déterminer, mais ce qui est un élément essentiel. Et puis sur le terrain, hein, c'est effectivement l'écoute, hein, et la capacité à entendre le niveau de satisfaction des collaborateurs qui sont concernés par ce projet, et de la capacité à évaluer que le niveau de résistance a significativement diminué pour pouvoir exercer pleinement son métier dans ce projet de transformation. Ce qui est très difficile, hein, quand il y a une composante sociale et quand on est sur des projets de productivité, hein, où bien évidemment là il y a toute une logique d'accompagnement humain qui est fondamentale. Ce qui est aussi très difficile, hein, sur des projets technologiques, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, par rapport au fait de se faire embarquer, hein, par, dans certains cas, ces délires technologiques ou ces délires d'éditeurs ou d'intégrateurs de solutions. C'est là-dessus que les entreprises viennent vers vous. J'imagine que c'est justement pour gérer aussi cette complexité technologique, peut-être de taille aussi. Vous accompagnez beaucoup de grands groupes principalement sur des projets d'envergure, et c'est des choses qu'elles ne peuvent pas gérer toutes seules quelque part. Alors, elles ne peuvent pas gérer toutes seules pour plusieurs raisons. La première, c'est les moyens, hein, la force de frappe, hein, et souvent, ces entreprises, les managers concernés, par exemple, ont une activité qui est une activité d'exploitation, une activité de fonctionnement, auquel ils doivent rajouter une composante projet. Hein, et ce qui est d'ailleurs une difficulté, c'est-à-dire la capacité des entreprises à se dire, j'alloue, hein, des moyens, je nomme, hein, et je demande une implication significative de directeurs de programme, de directeurs de projet et de contributeurs. Mais souvent, c'est insuffisant. Donc, effectivement, dans nos approches, on vient compléter cet élément. Mais ce n'est pas l'élément majeur. L'élément majeur, c'est la capacité à apporter une vision, un cadre méthodologique, des éléments de fonctionnement, et puis une capacité à orchestrer, maîtriser ces programmes de transformation. Hein, le fameux concept, que j'aime pas beaucoup comme mot parce qu'il est souvent assez réducteur, de PMO, hein, de Programme ou Project Manager Office, mais qui est une composante très très importante, hein, si on se met, et on revient sur des fondamentaux, si on se met bien dans le pilotage par les objectifs, pilotage par les risques, pilotage par les éléments de faisabilité et pilotage par l'analyse de la valeur de ces projets. Bien sûr. Dans ces transformations, et on le voit beaucoup dans la transformation liée à l'IA, il y a souvent quelqu'un qu'on oublie dans ces accompagnements, c'est le manager. Le manager terrain, justement, qui fait vivre aussi le sens, qui fait vivre, en tout cas, cette transformation au quotidien auprès de ses équipes. Selon vous, c'est quoi justement la posture managériale? Là, si on parle à un manager qui nous écoute, c'est quoi la posture managériale à adopter au sein d'une transformation? Alors, c'est une très bonne question et effectivement, c'est un sujet qui adresse énormément d'entreprises et notamment de grands groupes avec de grands programmes de transformation culturelle, transformation managériale. Finalement, un certain nombre de managers ne sont pas prêts aujourd'hui à prendre de plein fouet ces transformations et avoir un rôle majeur dans ces transformations. Et il y a un changement de mindset à opérer. On ne devient pas pilote, hein, de transformation, on ne devient pas acteur de transformation comme cela.
Euh, alors, il y a des éléments méthodologiques, des éléments techniques, mais il y a aussi des éléments de posture. Cette posture, elle est avant tout dans une croyance contagieuse, communicative, quand on est impliqué sur ce type de projet de transformation. Voilà, on ne peut pas faire la gueule quand on est manager responsabilisé sur un projet qui va être structurant pour l'entreprise. Ce rôle du manager et dans sa posture, c'est aussi de lever toutes les résistances au changement. Et c'est pas simple quand on est soi-même concerné dans une réorganisation un petit peu difficile. C'est complexe. Et il faut se dire, dans l'intérêt collectif de l'entreprise, on se doit d'avancer, on se doit d'être promoteur de cette transformation. Et puis après, c'est de la capacité aussi à équilibrer son temps entre ses travaux opérationnels dans sa tâche de manager et la contribution à ce projet en tant que directeur de programme, directeur de projet, responsable de chantier, responsable de stream, en fonction des composantes de la structuration qu'on engage. Bien sûr. Oui, vous l'avez dit, il faut être promoteur. J'aime bien prendre ces exemples qui sont très pratico-pratiques parce qu'ils sont assez parlants et sur le papier, on a l'impression que c'est des exemples qui sont simples. C'est le cas d'un déménagement ou d'un passage en flex office qui, on pourrait se dire, sont une transformation simple et finalement c'est parfois justement une transformation qui peut être complexe parce que ce passage en flex office vient aussi culturellement changer des choses et pour ça le manager ou en tout cas le référent par exemple d'étage doit aussi embarquer son équipe au quotidien. Est-ce que vous avez des rituels, des méthodes, des outils très pratico-pratiques que vous pourriez conseiller à quelqu'un, un manager qui vit aujourd'hui, qui doit mener justement et être promoteur d'une transformation? Alors oui, il y en a beaucoup. Il y en a un qui est premier et qui est fondamental, c'est de la capacité à structurer un narratif de cette transformation, le récit de cette transformation. Si on n'est pas capable de l'expliquer dans ses tenants et aboutissants, ça ne va pas marcher. Et c'est souvent le problème. D'ailleurs, on part tête baissée, mais en se disant, en ne faisant pas l'exercice de la petite histoire de cette transformation, et notamment le pourquoi. Pourquoi cette transformation? Qu'est-ce que ça va apporter? Et pour qui? Au sens collectif et au sens individuel. Et cet exercice, il est essentiel. Et on doit y passer du temps. Ça va être un peu le chapeau de cette transformation et ça va être l'outil de communication du manager dans la réalisation du programme dans lequel il sera impliqué. Voilà, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que tout soit clair dans les rôles et responsabilités sur ce projet. J'ai employé un autre terme technique, les fameux RACI, les matrices RACI, qui définissent les rôles de chacun sur le projet en tant que décideur, contributeur, acteur qui doit être informé, et puis réalisateur des tâches qui font l'objet de cette transformation. Et ce RACI, il est essentiel parce qu'il pose le cadre du qui fait quoi dans le projet. Troisième élément, c'est d'avoir une méthodologie claire. Alors, chez SIA, on est convaincu qu'il faut des méthodologies personnalisées et qu'on ne peut pas appliquer des méthodologies standards. On se doit de comprendre l'ADN de l'entreprise, on se doit de comprendre les rouages de l'entreprise et donc d'adapter ces méthodologies. Et deuxième élément d'adaptation, il est propre à la nature de la transformation. Conduire une réorganisation nécessite une méthodologie différente de conduire un projet système d'information. Conduire un projet d'innovation est totalement différent de conduire un projet de transformation managériale ou culturelle. Voilà. Et donc, cette customisation de ces approches via des méthodologies adaptées est vraiment essentielle. Je rajoute un dernier élément qui est aussi de la connaissance, d'avoir tout l'outillage relatif à la réalité sectorielle de l'entreprise qu'on accompagne. Une mission dans l'énergie d'un groupe en diversification est assez différente d'une mission dans le retail relative à une démarche de performance et de réduction des coûts. Et il faut comprendre cette réalité du secteur, sinon on a un conseil, on a un accompagnement qui est à côté de la plaque. Oui, bien sûr. L'idée, c'était aussi de parler, bien sûr, d'une des transformations qui est au cœur de toutes les pensées en ce moment, c'est la transformation IA, intelligence artificielle. Et vous accompagnez de nombreux clients avec SIA sur les sujets notamment d'intelligence artificielle. Je voulais savoir aussi
comment ces sujets, comment cette transformation-là, elle a impacté, vous, le cœur de l'entreprise, vos outils, vos modes de fonctionnement internes? Alors, elle l'impacte totalement. Hein, c'est vraiment une nouvelle approche, hein, du consultant augmenté, qui se doit d'être, alors avant d'être outillé, hein, qui se doit d'avoir une veille permanente, hein, sur tout ce qui se passe, et ça va à toute allure, qui se doit, hein, d'être formé. Et chez SIA, on propose, et on a commencé par le comité exécutif, une formation à l'agentique, visant à nous donner les capacités de créer nos propres agents, hein, qu'on accroche à notre ceinture comme une boîte à outils, hein, et qui nous permettent effectivement d'appréhender notre métier autrement. Associé à ça, hein, et SIA, en plus de cette activité de conseil en stratégie, en management, en transformation, a probablement pris le virage très rapidement, plus rapidement que d'autres acteurs, pour développer, mettre en place une équipe de consultants data IA, qui aujourd'hui interviennent dans une hybridation de nos activités de conseil, avec la capacité à fournir des solutions, à fournir des use cases, à fournir des agents auprès de nos clients. De toute façon, nos clients et les entreprises avancent à toute allure et ont bien compris, hein, qu'effectivement, la demande de conseil va évoluer. Alors, dans certains cas, effectivement, avec des adaptations, hein, des dispositifs, parce que l'IA va être capable de fournir beaucoup de choses, comme par exemple sur des analyses comparatives, hein, les fameux benchmarks, hein, qui aujourd'hui peuvent être très fortement outillés et réalisés par l'IA. Les entreprises ont compris que les cabinets de conseil, notamment SIA, via notre solution qui s'appelle SIA-GPT, sont à même, hein, de fournir des moteurs d'intelligence artificielle générative, hein, qui viennent au service aussi de ces développements et qu'on propose à nos clients. Mais plus largement, c'est cette capacité à utiliser tous les moteurs, hein, du marché, à s'adapter à toutes les plateformes, tous les LLM, hein, qui sont disponibles au regard des stratégies et des politiques des entreprises, entre les solutions américaines ou les solutions françaises ou européennes. Notamment tous les sujets de confidentialité qui sont, et de sécurité qui sont toujours importants dans ces projets-là. Alors c'est essentiel, hein, ces sujets de confidentialité et sécurité. Et effectivement, c'est de la capacité, alors ce qu'on peut faire via ChatGPT, à bien circonscrire un périmètre de data, hein, utilisable, avec tous les éléments de protection permettant de garantir la confidentialité et l'utilisation par l'entreprise et uniquement par l'entreprise. Alors, quels seraient les pièges nous on parle beaucoup d'adoption, hein, autour de l'IA, quels seraient les pièges justement d'un projet de transformation autour de l'IA? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est flagrant aujourd'hui, hein. C'est une approche peut-être trop orientée use case, trop orientée roadmap IA, hein, où finalement on met en place, hein, des initiatives, des POC, on met en place des use cases sur un bout de processus, un bout d'activité, et peut-être sans penser la transformation elle-même de l'entreprise. Hein, chez SIA, on réfléchit, là, tout un groupe actuellement sur ce concept d'AI mutation, hein, la mutation IA, c'est-à-dire comment penser l'entreprise pour encaisser la déferlante de l'IA. Hein, et donc, il y a plusieurs éléments qui ressortent, notamment ces organisations d'entreprises qui vont probablement s'aplatir, un peu s'écraser, ces modalités de gouvernance qui vont profondément évoluer. Si on va très loin, c'est aussi tout le sujet des contrats de travail demain, hein, où il faudra peut-être intégrer dans son contrat de travail une composante agentique, en plus de la composante job description ou fiche de poste classique, avec toutes les conséquences légales et juridiques que ça peut avoir. Vous voyez, ça va aller très loin. Et ça, il faut l'anticiper. Et peut-être qu'aujourd'hui, les entreprises ne l'anticipent pas suffisamment, au-delà du fait de dire « je mets en place des solutions IA ». Voilà, donc c'est trouver, hein, cet équilibre entre l'entreprise bouge et je déploie plein de choses, plein de belles initiatives sur l'IA. Bien évidemment, aussi, un élément d'attention qui est majeur, c'est le sujet social, hein, et le risque social, notamment quand on va avoir des pans d'activité où on va drastiquement avoir un effet de productivité. Alors, dans beaucoup de cas, des collaborateurs qui vont faire autre chose, hein, et c'est aussi dans ces nouvelles organisations, et notamment le rôle du manager qui va de plus en plus être sur des tâches à valeur ajoutée,
et de manière un petit peu réductrice dans la présentation, automatiser énormément Oui. de sous-tâches, mais c'est également le fait de demain, hein, probablement accompagner, hein, vers le départ un certain nombre de collaborateurs avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, Bien sûr. sans tomber d'une part dans un côté fantasme en disant c'est génial, l'IA va répondre à tout, et d'un autre côté, se rentrer, hein, dans une composante trop anxiogène, hein, qui pourrait aussi avoir un effet négatif. La réalité sera probablement entre les deux. En tout cas, il faut que les décideurs de l'entreprise l'abordent avec cette sérénité. Et effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de programmes, hein, d'adoption, beaucoup de programmes d'acculturation qui seront essentiels pour faire de l'IA une réussite dans ces déploiements. Je reviens sur un des éléments que vous avez dit. Vous avez parlé d'avoir une dimension agentique dans sa fiche de poste. Là, on a peut-être perdu quelques auditeurs. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Je sais que vous travaillez beaucoup sur les sujets de futur du travail. Une des possibilités, en tout cas, qu'est-ce que ça peut être demain? Concrètement, ça voudrait dire qu'effectivement, dans la réalisation de son travail, hein, via sa fiche de poste, il y a une composante qui va être réalisée par l'IA, un certain nombre d'agents. Donc, ces éléments devront être intégrés, en tout cas dans les objectifs, hein, qui seront définis. Et voilà, avec une question très simple. Si l'IA raconte n'importe quoi et je le considère comme un élément structurant de ma fiche de poste, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ou si moi, en tant qu'humain, j'ai du mal à appréhender et à fonctionner intelligemment en tant que manager augmenté, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est tous ces sujets qu'il va falloir aborder demain, avec des conséquences qui sont éthiques, qui peuvent être juridiques et qui seront légales, forcément. En plus, hein, du sujet qui va être l'évaluation, hein, c'est comment j'évalue un collaborateur, où il y aura une partie qui sera outillée par l'IA. Oui, complètement. Et donc, on pourrait avoir potentiellement demain une fiche de poste, notamment d'un manager, avec 3 collaborateurs à manager et 2, 3, 4, 10 agents IA très spécifiques sur lesquels il faudra quand même avoir un regard. C'est tout à fait ça, hein, et si on monte tout en haut de l'entreprise, des comités exécutifs d'entreprise où peut-être qu'il y aura voilà, un certain nombre d'humains et un certain nombre d'agents qui auront un rôle tout aussi important que le membre du comité exécutif ou du comité de direction de l'entreprise. Ouais, il y avait une entreprise chinoise il y a 2 ans qui avait beaucoup fait parler d'elle. Alors, j'ai plus le nom, je le remettrai dans la description, autour d'un CIO IA. Alors, finalement, c'était plutôt fantasme et plutôt coup de marketing à l'époque. Mais c'est vrai qu'on peut aller de plus en plus vers ça dans les années à venir. On voit que l'IA évolue, mais drastiquement et constamment tous les mois. Alors, complètement, notre CEO, Mathieu Courtecuisse, hein, qui est complètement, hein, dans cette orientation de l'impact de l'IA sur les entreprises, avançait même, hein, cette approche d'entreprise sans collaborateurs, hein, sans humains, hein, des entreprises qui fonctionnent uniquement à base d'intelligence artificielle et d'agents. Super. Ah, super, je sais pas. Super, je sais pas, effectivement. Oui, oui. En tout cas, non, mais c'est intéressant. Ça permet de se projeter aussi dans qu'est-ce qui est possible et comme vous l'avez dit, sans tomber dans une forme de psychose, parce que c'est pas du tout l'objectif, mais plutôt de comprendre ce qui est possible. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent justement sur les futurs possibles et les futurs potentiels, sachant qu'on a aujourd'hui, c'est aussi une équation à beaucoup d'inconnus. Tout à fait. Vous, Cyril, personnellement, comment vous vous servez de l'IA au quotidien? De l'IA générative, hein, bien entendu. Alors, l'IA, effectivement, aujourd'hui, c'est très concret avec un certain nombre d'agents, hein, qui sont à disposition. Alors, des agents, hein, pour mieux exercer son métier de conseil, des agents facilitateurs, hein, qui permettent effectivement d'être plus efficaces dans des synthèses de comités, synthèses de réunions, dans les préparations, dans les logiques d'animation. C'est aussi, de manière très concrète, l'utilisation quotidienne, hein, sur des éléments d'analyse croisée, hein, sur différents périmètres de data. Et puis, ce sont des outils un petit peu plus puissants, hein, d'agents de use case, hein, qui sont développés et qui aident à être plus performants dans nos approches de conseil. De manière très concrète, on a par exemple créé un outil, et ça fait lien avec le sujet de la transformation, qui s'appelle Change Booster, hein, et qui permet d'élaborer des ébauches assez poussées de plans de conduite du changement.
Là où on mettait beaucoup de temps dans des des interviews, dans des analyses, dans des rencontres, sur la base de modèles de plans de conduite du changement qui ont été réalisés pour d'autres entreprises, combinés à un certain nombre d'indicateurs, d'exigences relatives à une situation donnée, on est capable de générer de manière très très rapide ces plans qui viennent, non pas remplacer, mais qui viennent s'articuler, s'hybrider avec notre réflexion d'analyse des résistances au changement, d'analyse des niveaux de rupture quand on engage une transformation. C'est par exemple, pour vous donner un deuxième exemple, une solution qui s'appelle Org Review et qui permet de déterminer des cibles d'organisation d'entreprise avec les fameux Target Operating Model, donc les cibles d'organisation, et avec des projections automatiques d'effectifs, de compétences par rapport à une cible d'organisation quand vous êtes dans un projet par exemple de fusion et de phase de post-merger integration, c'est-à-dire de phase post-fusion où on définit la cible de fonctionnement de l'entreprise résultante de la fusion de deux entités. Là, vous nous parlez notamment justement de sujets d'agents, en tout cas d'outils qu'il faut justement développer, sur lesquels ça demande justement un temps et une expertise de conception assez importante. Si on a un manager aujourd'hui qui nous écoute et qui presque débute, en tout cas à commencer à faire une acculturation, une formation autour des sujets d'IA, est-ce que vous avez un cas d'usage peut-être du quotidien, une utilisation d'IA générative, ChatGPT, Copilot, etc., que vous utilisez et qui vous fait gagner du temps, ou en tout cas qui vous permet d'être performant, en tout cas qui pourrait l'intéresser et pour lui proposer de tester ça dans son quotidien de manager? Dans le quotidien, c'est de l'analyse documentaire assez poussée. Vous avez un rapport, une étude, vous voulez une synthèse du rapport de cette étude, l'IA vous apporte des réponses très concrètes, très précises, très fiables sur ce sujet-là. Vous avez un comité de management à préparer, vous donnez en entrée toutes les datas nécessaires et vous avez un ordre du jour qui est proposé. Vous avez ce comité management qui se déroule, ou ce comité fonctionnel, ou ce comité d'activité. Vous demandez à l'IA, via Copilot par exemple, de générer le compte-rendu de ce comité ou de cette instance, et vous avez juste à le retravailler, à le vérifier pour pouvoir le diffuser. Donc vous voyez, on en est là aujourd'hui, ce qui montre bien que le manager va devoir prendre une autre position. C'est pas remplacer le manager, mais c'est prendre une autre position qui va être une position sur une plus forte valeur ajoutée. Ça va être sur les décisions, ça va être sur les orientations, ça va être sur la priorisation. Et ça va être surtout sur l'expertise. C'est probablement une ère où on va développer beaucoup plus d'expertise, à la fois sur les soft skills, donc expertise en conduite de programme, expertise en management, et puis des expertises plus techniques, fonctionnelles ou sectorielles qui seront de plus en plus demandées par les entreprises. Oui, bien sûr. Merci pour ces utilisations. C'est toujours intéressant d'avoir des exemples très concrets. Je vais en partager un autre à nos auditeurs que je trouve intéressant, qui est le fait justement pour aller vers plus de valeur ajoutée, comme vous l'avez dit. On a la chance de pouvoir se libérer de plus en plus de tâches avec tout ce qui est reporting et analyse justement qui sont simplifiées par l'IA. Et maintenant, il faut aussi réallouer ce temps sur le développement, par exemple, des collaborateurs. Et ça, je trouve que l'IA, en tout cas, est de plus en plus performante sur le fait de proposer, par exemple, des feuilles de route managériales pour un collaborateur en disant « j'ai besoin de développer voilà la situation de ce collaborateur, j'ai besoin de développer sa proactivité ou j'ai besoin de développer son sens du relationnel. » Et bon, aujourd'hui, c'est plutôt une intention et comment je la traduis en objectifs SMART, en KPI et voilà, en tout cas en stratégie, peut-être feuille de route à 3 mois, à 6 mois. Ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes d'être en forme, on va dire, itérative, en tout cas en discussion pour affiner sa stratégie. Voilà, je ne sais pas si vous avez testé des exemples comme ça, mais je le trouvais intéressant de le partager. Alors oui, on va
sur ces sujets, on va très très loin. Hein, et ce que vous abordez, c'est le sujet en fait de la gestion des compétences dans l'entreprise et cette gestion prévisionnelle, prédictive des compétences. Donc aujourd'hui, voilà, on accompagne bon nombre d'entreprises dans des démarches, j'ai employé le terme anglo-saxon, de strategic workforce planning, qui vise voilà, à projeter tous mes besoins en compétences et à en déduire, via notamment l'apport de l'IA, des logiques d'accompagnement, des logiques de parcours de carrière des salariés, des managers et des décideurs. Ça s'applique à toutes les strates. Et c'est d'autant plus important dans des secteurs aujourd'hui qui peuvent être, et il y en a encore, en croissance, voire en hyper-croissance, comme par exemple le secteur de la défense. La défense aujourd'hui, française, européenne, est devant un mur et une ambition très forte d'assurer une cadence de production de systèmes d'armes, de capacités de défense, hyper rapidement, en volume, avec des coûts maîtrisés face à la menace mondiale que tout le monde connaît. Et donc, au regard de ça, on a par exemple développé une solution d'IA qui va permettre d'identifier toutes les tensions d'emploi sur la planète, de voir où est-ce qu'il y a des tensions d'emploi, comment on peut aller chercher des compétences dans des endroits qu'on n'aurait pas identifiés, donc hors filière de la défense. On a cherché dans l'automobile, on a cherché dans le nucléaire. Et au regard de ça, ces entreprises de l'armement, ces entreprises de défense structurent des plans d'accompagnement de leurs collaborateurs en utilisant l'IA pour être plus précis et surtout pour avoir une vision d'ensemble des besoins. Donc en utilisant les référentiels de compétences actuels, en les challengeant, en les interconnectant et en ayant cette approche qui est une approche mondiale permettant de satisfaire les besoins. Alors si on revient sur des sujets plus opérationnels du quotidien, on voit bien tout ce qui se passe dans l'appui au recrutement via l'IA, dans le sourcing, notamment des collaborateurs. Alors attention, parce que beaucoup d'entreprises sont revenues du tout IA sur le recrutement, et je cautionne tout à fait. Un recrutement sans intervention humaine, c'est une bêtise. Je pense que ça ne marchera jamais. Il en est de même dans la gestion des compétences, dans la gestion aussi des programmes de formation, où effectivement, il faut se faire augmenter par l'IA, mais bien évidemment, garder la main. En fait, moi, j'ai une vraie croyance, et plus il y aura d'IA, plus il y aura besoin de conseils d'accompagnement RH. Et d'ailleurs, à ce titre, plus les DRH auront un rôle important dans l'entreprise. Et c'est un rôle qu'ils sont en train de plus en plus de prendre, en tout cas on le voit ces dernières années, que ça accélère. Alors complètement, on voit bien aujourd'hui que le DRH ou la DRH prennent une position totalement stratégique dans l'entreprise, bras droit du CEO, du directeur ou de la directrice générale de l'entreprise. Et ce qui est assez étonnant, on a une cliente là, d'un grand groupe équipementier automobile qui, il y a 3 semaines, nous posait deux questions. La première, c'était, mon entreprise demain, elle a quelle tête avec l'IA ? Voilà, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et la deuxième, moi, en tant que DRH, c'est quoi mon rôle dans l'accompagnement de la mise en place de cette entreprise IA ? Et demain, quel est mon rôle dans le run, dans le fonctionnement de cette entreprise ? Et ce qu'il y a derrière, c'est qu'effectivement, son CEO lui a demandé, il faut que tu prennes une place beaucoup plus importante et je compte sur toi pour mettre en œuvre cette révolution. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on demande plus aux DRH qu'aux CDO, les Chief Data Officers, ou les CIO, les Chief Information Officers, de prendre ce rôle. On les met plus en termes de maître d'œuvre, de réalisateur de ces interventions IA, mais moins dans le pilotage et dans la gestion un peu stratégique de cette mutation qui arrive de plein fouet dans toutes les entreprises aujourd'hui. Ces dernières années, c'est vraiment la transformation IA qui est au cœur voilà, de toutes les, enfin de beaucoup, en tout cas de bon nombre de transformations. Vous, ça fait presque 30 ans aujourd'hui que vous accompagnez des transformations. On a parlé justement de ce monde qui est en mutation de manière de plus en plus forte, avec bien entendu des mutations aussi géopolitiques. Quel constat faites-vous sur l'évolution du sujet justement de transformation dans les entreprises ? Alors, dans ce contexte géopolitique incertain,
dans cette situation économique assez illisible et assez imprévisible, on voit bien que les entreprises s'adaptent en permanence. Et donc, par rapport à votre question, c'est en fait les cycles sont beaucoup plus courts de ces transformations, de ces Bien sûr. mutations. Les niveaux de rupture sont plus importants. Et au regard de ça, ce sont des orientations, des ruptures qui sont moins pérennes. C'est-à-dire, il y a quelques années, on engageait un plan stratégique sur 5 ans. Là, aujourd'hui, on n'engage plus des plans stratégiques sur 5 ans. On est plutôt Ouais. à 6 mois, 1 an. Et avec l'IA qui arrive là-dedans tous les jours, voilà, il y a une adaptation un peu permanente. Donc, on est dans un cycle de transformation un peu continue, avec des niveaux de rupture qui sont assez violents et qui doivent permettre une réactivité, une proactivité très très forte par rapport à ce qui se passe dans l'écosystème économique et géopolitique dans lequel l'entreprise intervient. Voilà. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça qu'on emploie de plus en plus ce terme de mutation d'entreprise, qui est peut-être plus fort que la transformation, mais qui montre bien aujourd'hui cette nécessité d'adaptation permanente des organisations. Oui, et on l'a vu notamment, ça me fait penser à quelque chose qu'avait partagé justement Marc Landré, qui nous a mis en relation, donc à qui on fait un signe, sur justement cette accélération même au niveau technologique, c'est-à-dire de la durée d'adoption en fait, du produit. Alors, et ChatGPT qui est arrivé à 1 million d'utilisateurs, alors, je ne sais plus en combien de temps, mais je crois que c'était en 7 jours de mémoire. Voilà, en tout cas, ces accélérations des mutations le sont aussi d'un point de vue technologique. Voilà, alors il faut garder beaucoup de sérénité. Il faut avoir ce recul de manière effectivement à ne pas se faire happer, embarquer dans des décisions qui pourraient être néfastes pour l'entreprise. Effectivement, ce sujet de l'IA, c'est bien un outillage, c'est bien un moyen. Il ne faut pas que ça devienne une finalité. Et c'est aussi ça le risque. C'est pas mettre ces révolutions technologiques comme des finalités, mais bien comme un appui, comme un accélérateur, comme un développeur au service de la stratégie de l'entreprise. Bien sûr. Aujourd'hui, SIA, vous accompagnez principalement, en tout cas, des grands groupes, mais peut-être pas que. Vous allez pouvoir m'en dire un petit peu plus. Je voulais vous poser cette question. Nous, on a beaucoup de managers aussi de PME qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément toujours les moyens de se faire accompagner par un cabinet de conseil. Comment un manager pourrait s'inspirer des méthodologies du conseil pour justement mener un changement en interne au sein de son entreprise ? Alors effectivement, c'est un sujet important pour ces PME ou ces ETI où le manager est souvent dans une position un peu couteau suisse. C'est-à-dire qu'il est à la fois DRH, directeur financier, directeur logistique et autres. Donc il doit assurer plusieurs facettes de son activité et dans des organisations plus simples, avec des niveaux hiérarchiques plus limités et sur des tailles plus réduites. Alors pour autant, ce sont souvent des modèles très réactifs, et je pense notamment à tout le monde des startups ou des scale-up, qui sont dans des modes très très agiles et qui finalement ont beaucoup appris des grosses structures. En disant, d'ailleurs, il ne faut surtout pas faire comme ça dans certains cas, où il faut effectivement qu'on adapte nos approches. C'est ce qu'on essaye de faire chez SIA quand on accompagne des ETI ou quand on accompagne des filiales de grands groupes qui finalement ont souvent des tailles très, très humaines. Effectivement, l'important, c'est d'adapter un peu ces méthodologies, c'est-à-dire c'est de les simplifier, c'est d'adapter ces logiques d'organisation de programme en les simplifiant aussi. En lien, effectivement, avec la structure de l'entreprise, en lien avec l'ADN de cette entreprise et en lien avec la taille de l'entreprise. Et puis, le dernier élément, vous l'avez dit, il y a souvent moins de moyens. Donc, se faire accompagner, c'est un sacré investissement et qui nécessite une garantie d'un résultat tangible, très concret, souvent assez rapide. Voilà. Donc, du coup, il n'y a aucun problème pour travailler avec des ETI, mais dans des dispositifs de conseil qui sont plus resserrés, beaucoup plus ciblés. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, souvent avec un niveau d'exigence encore plus fort que quand on accompagne des grands groupes. Mais la position du manager est vraiment pas évidente et c'est
plus petites structures sont souvent des sous-traitants ou des acteurs partenariaux de grands groupes et sont comme très dépendantes de ces relations avec ces grands groupes. Je reviens sur le secteur de la défense avec les sous-traitants de niveau 1, 2 ou 3 qui sont quand même très dépendants de ces grosses structures. Voilà, donc il faut développer cette agilité et quand même s'inscrire dans le cadre plus large de ces grandes entreprises quand on est dépendant ou quand on est un maillon de cette chaîne. Si vous aviez un seul conseil très concret à donner à un manager qui justement s'apprête, un manager de proximité par exemple au sein d'une PME, qui s'apprête à accompagner une transformation, ce serait quoi ? Pas avoir peur. Je pense qu'il faut effectivement affronter cette transformation. Si elle est cohérente, si elle correspond à une vraie nécessité, si c'est un impératif pour l'entreprise, le manager doit faire face. Et effectivement, par rapport à ça, il y a tout ce qu'il faut pour avoir tous les éléments d'approche, d'outillage, d'accompagnement pour que ce soit une réussite. Alors, ce manager, il doit quand même s'assurer, et c'est aussi un problème dans ces transformations, d'un vrai sponsor dans l'entreprise. Et ce qui peut arriver dans certains cas, c'est que le manager est un peu livré à lui-même et son directeur général ou son DRH ou son directeur financier pas suffisamment présent pour assurer le portage stratégique de cette transformation. Donc, deuxième conseil, c'est se garantir d'avoir une forme de caution, de portage au plus haut niveau de l'entreprise. C'est essentiel pour réussir une transformation. Super. Et justement, c'est chez SIA, alors on dit souvent les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas chez SIA. Comment vous gérez justement le fait de conserver cet état d'esprit de changement continu avec toutes ces nouvelles technologies et notamment l'IA qui évolue? SIA, depuis sa création, a toujours été un modèle hyper entrepreneurial, très tourné vers l'innovation et avec une veille permanente. Et je pense que dans notre métier de conseil, on n'a pas d'autre choix que d'être dans cette posture. D'ailleurs, moi, je demande à tous mes consultants, et les plus jeunes inclus, d'avoir cette position permanente de curiosité. On demande à tous les consultants de s'investir sur des études, sur des analyses, sur des enquêtes. On les invite aussi à publier sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, en prenant des positions qui peuvent être fortes, et ce qui permet effectivement de se nourrir et donc du coup d'avoir plus de valeur auprès de nos clients. Voilà. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental. Des consultants purs exécutants, ça ne marche pas. Des consultants qui pensent, qui raisonnent, qui structurent leurs idées, c'est ça ce qu'attendent les entreprises. Super. Merci beaucoup Cyril. Merci. C'était un plaisir de vous avoir au micro. De même, merci beaucoup. Si des personnes veulent en savoir plus sur vous, sur les activités de SIA, où est-ce qu'on les redirige ? On le redirige sur le site internet de SIA ou plus directement, ces personnes peuvent me contacter avec grand plaisir, j'échangerai avec elles. Super. Et est-ce qu'il y a un sujet peut-être d'actualité ou une nouveauté, un nouveau gros projet que vous voulez communiquer, que vous aurez envie de partager Alors, quel type de projet ? Peut-être soit une nouveauté ou une actualité que vous avez chez SIA en ce moment. Alors, on en a en permanence des activités. Donc, il y a bien évidemment tout le sujet de l'IA, mais qu'on a longuement évoqué. Là, dans mes équipes, on a un sujet qui est très structurant, qui est le sujet de la directive européenne sur le pay transparency, la transparence des salaires, et qui amène, d'ailleurs, il y avait un article hier dans la presse, à une forme d'anxiété d'un certain nombre d'entreprises en disant il va falloir qu'on ouvre un peu nos livres, il faudra qu'on soit transparent sur ce sujet, et qui va avoir des implications multiples au-delà des sujets RH au sein des entreprises, et qui amène des entreprises finalement à repenser plus largement une forme de vision de la gestion RH, la gestion des carrières au sein des entreprises. Oui, tout à fait, et qui va aussi justement beaucoup impacter les managers. Et on a enregistré un épisode avec Juliette Rimbaud, People Lead chez Alan, qui nous en parlera justement plus longuement. On a une conférence ce soir sur le sujet avec 70 décideurs. Formidable. Ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup Cyril. Merci à vous.